Écoutez, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous tous et deux amis avec moi pour ce call sur un sujet qui est plein d'actualité, la centralisation de la liquidité et sa visibilité en temps réel. Alors pour cela, on a 30 minutes ensemble. Pas sûr que ça fasse assez parce que c'est un gros sujet, mais en tout cas, c'est le défi pour aujourd'hui de réussir à tenir ensemble sur ce thème. Alors, sans plus attendre, je vais présenter mes deux amis qui sont sur le call avec moi aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'ai Domingos Antunes, trésorier groupe Decathlon. Et ensuite, Sharok Moignan, qui est le responsable de l'ensemble de l'activité de banque transactionnelle, c'est-à-dire cash, trade, encaissement par carte, pour la région IMIA chez JP Morgan. Donc déjà, bonjour à vous deux. Et est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour vous présenter avant qu'on entre dans le détail, s'il vous plaît? Bonjour à tous, Domingos Antunes, leader de la trésorerie chez Decathlon, 15 ans en trésorerie dans différentes sociétés en passant par des sociétés qui étaient cash riches ou des sociétés qui étaient plus en difficulté, comme la cristallerie d'Arc. Et donc, heureux de pouvoir partager sur ce grand sujet qui est au centre des préoccupations dans ce contexte de crise. Merci Domingos. Merci à vous. Bonjour à tous. C'est un plaisir de partager ce panel avec vous deux. Ça fait à peu près 30 ans que je suis dans l'industrie de la banque transactionnelle. En fait, au début, après le bac, je devais faire tout à fait autre chose, devenir un ingénieur biomédical, qui était à l'époque très innovant, mais maintenant c'est assez banalisé. Ce que c'était à l'époque, il y a 30 ans, le cash management, le trade, etc., n'est pas exactement ce qu'il c'est aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est une industrie qui est en plein changement, en pleine transformation. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'ai fait le bon choix pour être dans cette industrie qu'autre chose. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'être avec vous pour limiter dans une période de 30 minutes de discuter d'un sujet sur lequel on peut passer des heures, mais on va essayer de le faire. Merci beaucoup, Sharok. Merci à Domingos. Et pour ma part, je suis Alexandre Lhéritier. Je suis en charge de Coverage Europe et Middle East Afrique pour la société RedBridge DTA. Donc, sans plus attendre, on commence. Première question. Le Covid. On dit que le Covid a changé la donne en matière de gestion de liquidité. Mais qu'en est-il vraiment? Sharok, ça dérange de commencer? Parler de comment réagissent tes clients? Oui, en fait, je peux dire que le Covid, par ses conséquences, donc le confinement, l'interruption de tout ce qui est physique, l'interruption de tout ce qui est le supply chain, la chaîne de flux en fait entre fournisseurs et acheteurs, et l'impact de tout ça sur les recettes des entreprises, alors que les coûts sont restés, a fait en sorte qu'il y a eu une espèce de course derrière le cash, la liquidité. Où est ma liquidité? Je vous donne la liquidité. En fait, ça a beaucoup ressemblé à ce qu'on a vu en l'an 2000, alors qu'à l'époque, on se demandait si le système allait survivre à l'an 2000 ou pas, et donc les sociétés ont mis en place des lignes de crédit au cas où, etc. Sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas de temps de se préparer. Et on a vu en fait 3 activités de la part des entreprises en parallèle. D'abord, de regarder le cash interne. J'ai besoin de cash, j'ai certainement du cash quelque part, de la liquidité dans le groupe au niveau international, j'ai besoin de visibilité. Deuxième chose, c'était de se concentrer sur les améliorations en termes de fonds de roulement. Comment est-ce que je peux étendre mes termes de paiement? Comment est-ce que je peux prendre mes encaissements et les accélérer en les vendant, par exemple? Et troisième chose, c'est le recours à la dette bancaire, au marché, en fait. Et nous, on a vu dans une période de à peu près 3-4 semaines, une demande de la part de l'ensemble des entreprises sur le marché. On a dû mettre en place 20 milliards d'euros à peu près de nouvelles lignes de crédit sur la table.
et voir à peu près 50 milliards d'euros de lignes de tirage en fait sur les lignes existantes. Donc, tous ces trois activités en parallèle, c'est ce qu'on a vu pendant le Covid. Et donc, tout ça, c'était pour justement répondre aux demandes de liquidité qui étaient là à ce moment-là. Merci Sherlock. Donc, beaucoup plus de pression sur la liquidité, j'allais dire malheureusement sans surprise. Et du coup, les banques en renfort. Domingos, de ton côté, comment cela se passe? Parce que confinement et croissance internationale en même temps, en plus du Covid, c'est quand même un gros challenge, non? Gros challenge. Clairement, ce qui s'est passé, c'est que 2017-2018, on double notre nombre de pays en ouverture chez Decathlon, notamment sur les zones plus en développement, donc essentiellement l'Asie et l'Amérique latine, mais surtout l'Asie. Quand le Covid arrive, nouveauté pour tout le monde, je pense, pas de chiffres. Donc ça, pour un trésorier, il n'y a rien de pire. Des dépenses, pas de chiffres. Nos stress tests n'étaient pas construits pour prévoir un arrêt de notre chiffre, mais bien pour te stresser à un modèle financier où tu perdais 30% de ton EBITDA. Donc, on avait des lignes de crédit qui permettaient de couvrir tout ça. Pas de chiffres, pas de visibilité sur la période sur laquelle tu n'allais pas avoir de chiffres. Ça devient assez compliqué. Un comité financier, chez nous, qui connaissait ce modèle de stress test et de liquidité. Sauf que la première question qu'ils m'ont posée, c'est comment on fait, vu que ton stress test, c'est plutôt basé sur un stress de l'équilibre des marchés financiers et pas sur le chiffre. Clairement, toutes les semaines, on avait des réunions pour vérifier où on en était. En effet, on s'est concentré, nous, sur la première phase, mapping de tous les cash qu'on avait en filiale et le remonter. Deuxième chose, aller voir les banques pour discuter avec eux et réussir à prévoir, à augmenter nos liquidités qu'on a fait sur l'assez court terme, pour être transparent, plutôt sur un an. On a doublé le montant de nos lignes sécurisées sur un an. Et donc, contexte assez compliqué parce que ouverture, quand tu es en ouverture, ça veut dire que tu as quand même pas mal de dépenses sans avoir énormément de revenus, donc pas énormément de cash disponible, en tout cas sur les filiales, ou du cash disponible pour nous, en tout cas chez Decathlon, en Asie, sur des filiales trappées, des filiales qui n'étaient pas poulées en automatique. Donc, un vrai sujet à régler, c'est comment rapatrie-t-on le cash, comment réussit-on à être zéro et plus sur une position emprunteur-placeur. Et donc, le cumul de l'ouverture plus du Covid a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation de liquidité où on a dû se réinventer, on a dû chercher des solutions rapides. En effet, c'était, on va dire, le unknown dans lequel on est entré d'un seul coup. Et c'est vrai que je pense que personne n'était véritablement préparé à cette situation. C'est que le secteur du retail, malheureusement, c'est un secteur très impacté. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'on va dire il y a un autre pan de l'économie qui a en même temps réussi à accroître ses liquidités. Parce qu'on pense à la tech, qui est un des, on va dire, the elephant in the zoom, sans mauvais jeu de mots, qui en a profité, mais c'est pas le seul. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement, de l'autre côté, on a eu un autre pan de l'économie qui a essayé de trouver de nouvelles façons finalement d'utiliser ce cash, et souvent avec des solutions de supply financing ou l'inverse carrément, pour financer directement ses propres suppliers et améliorer leur EBITDA au passage. Donc c'est intéressant de voir finalement à quel point ce que tu décris et ces autres pans de l'économie marquent assez bien ce qu'on appelle la K-shaped recovery. En tout cas, félicitations, parce que c'est vrai que c'est pas facile de réagir aussi vite dans ce contexte. Alors du coup, ça m'amène à une autre question, qui est des nouvelles tendances, nouvelles solutions en matière finalement de gestion de la trésorerie, de centralisation de la trésorerie. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, je ne peux pas commencer sans parler du cash pooling. C'est-à-dire, et ça peut faire bizarre de dire nouvelle tendance, nouvelle solution, et puis cash pooling, quelque chose qui existe depuis à peu près 20-30 ans. Mais malgré tout, c'est quand même la solution la plus utilisée aujourd'hui, qui a fait ses preuves, mais loin d'être la seule option, comme on sait. Alors, pour commencer, Domingos, comme tu l'as dit, tu as étendu ton cash pooling à travers de nouvelles zones, de nouveaux pays. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail pourquoi et surtout comment?
Alors, pourquoi? Je pense que les ouvertures de pays en Asie ont fait que on était globalement, on va dire, sur un 60-70% de notre chiffre et de notre résultat qui était en Europe. On avait un pooling Europe qui fonctionnait, qui fonctionne depuis plus de 10 ans. Assez simple, pooling automatique en ZBA qui clean la position tous les jours. L'Asie a commencé à croître énormément, notamment via la Chine, qui est aujourd'hui notre 4e pays, notre 2e pays en nombre de magasins, notre 4e pays en termes de chiffres, en termes de résultats. La zone s'accroît, donc des besoins également sur la zone APAC. Et on s'est retrouvé avec un vrai problème en se disant, on a de l'argent sur la zone, il est dispo, on n'utilise pas pour le recycler sur la zone. Donc, c'était vraiment le but de recyclage. On s'est dit qu'on allait le faire, mais c'est pas aussi simple que ce qu'on avait prévu au départ, puisqu'il y a énormément de contraintes réglementaires à mettre en place sur la zone APAC. Et donc, on a lancé ce projet il y a 2 ans, qui commence à prendre forme. Pour ça, on a fait aussi une structure interne où on a créé une branch à Singapour de façon à avoir une gestion qui soit locale du cash sur la zone. Et donc, ce projet, on l'a développé avec JP Morgan pour avoir un scope assez large et développer un cash pooling en mode follow the sun. C'est-à-dire qu'on avait déjà la pièce européenne. Ce qu'on voulait, c'est recycler un cash en USD de la première heure asiatique jusqu'à la dernière heure américaine. Donc, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir le recycler. Pour ça, ça prend énormément de temps. C'est un outil simple qui existe depuis longtemps, mais la structure qu'on doit mettre en place derrière est assez chronophage. Sur la zone APAC pour coller aux réglementations et fine-tuner ce qu'on peut faire. Et donc, c'est un projet qu'on est en train de construire sur la zone APAC et qu'on va construire au fur et à mesure jusqu'aux Amériques pour aller de l'autre côté et ramener l'USD dans la même jour de valeur. Donc, ça, c'est le projet qu'on mène aujourd'hui. Ça prend du temps, c'est simple dans les faits, mais dans la construction, ça peut prendre énormément de temps quand vous voulez avoir quelque chose qui est fine-tuné. Et est-ce que je peux te demander, finalement, entre, on va dire, le projet de départ et là où tu en es aujourd'hui, quelle a été, on va dire, la plus grosse surprise pour toi? Si tant est qu'il y ait eu une surprise. Je pense que la surprise, c'est plus les points, on va dire, un petit peu de travail qu'on a dû faire par rapport à la zone Europe, puisqu'on est très Europe quand même chez Decathlon. On était très Europe. C'est le côté réglementaire. Travailler les cross-border loans en Chine, les FDQ, la structure, comment ramener, quelle est la structure la plus adaptée aussi en termes juridiques pour avoir un pooling, réussir à onboarder également les pays. C'est toujours compliqué parce qu'il y a énormément de travail à faire sur le pays en termes de réglementation, en termes de dépôt auprès des banques centrales. C'est un vrai sujet et je pense que on l'a un peu découvert, on a été très bien accompagné, on est encore très bien accompagné par JP sur le sujet. C'est un vrai sujet réglementaire dans la zone APAC qu'on n'avait pas réellement anticipé puisque sur la zone Europe, le déploiement se fait en interne. Vous avez quelqu'un qui s'est branché les tuyaux aux bons endroits et à la fin, c'est plus la construction. C'est le vrai sujet qui a pris beaucoup de temps et qui prend beaucoup de temps et qu'on avait peut-être un peu mis de côté au départ en se disant on va faire comme on l'a fait sur l'Europe, brancher les tuyaux aux bons endroits et ça fonctionnera. Super. Merci beaucoup, Domingos. Alors, du coup, tu as parlé de la régulation et c'est vrai que c'est souvent, en fait, c'est très difficile de dissocier nouvelles technologies et régulation. Et c'est vrai qu'il y a un patchwork énorme, il y a beaucoup de tendances de fond qui sont en train d'émerger. On va parler des API, open banking, etc. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'associer les deux et de leverager les deux. Alors, du coup, la question difficile, c'est pour Sharrock, c'est-à-dire, quelles sont ces autres options? Oui, en fait, juste avant de répondre à ces questions, je voulais rebondir sur ce que tu as dit au début en termes des sociétés qui ont eu un problème de cash. Il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de cash en même temps, tout ce qui est tech, etc. Je pense que ce qu'on a vu en 2020 est aussi un changement de business model de sociétés traditionnelles pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces sociétés tech. Je sais que Decathlon fait ça déjà en tout ce qui est e-commerce, etc. Mais on a eu une accélération de ce modèle, y compris des sociétés qui sont allées vers mettre en place des abonnements pour des consommateurs pour payer un certain frais. Et chaque mois, il y a un certain nombre de produits qui sont accordés ou donnés ou vendus en contrepartie. Donc, ça, c'est une chose. Pour répondre à ta question, je pense que la différence de pratique qu'on voit maintenant, c'est que d'abord,
bon, le sujet de cash pooling, concentration, etc., c'est aussi vieux que le sujet autour des prévisions. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les prévisions, etc. Il y a deux choses qui sont différentes cette fois-ci. D'abord, c'est l'urgence, parce que pour certaines sociétés, c'est une question de survie, de trouver le cash, d'avoir la visibilité, etc. Et deuxième, c'est, comme tu as dit, la technologie. Donc, aujourd'hui, la technologie, ce qu'on pourrait appeler le API, le API, Application Programming Interfacing, ça permet de lier les systèmes différents en temps réel, sans beaucoup de travail. Et tout est relatif, bien entendu, mais c'est pas un système de mettre en place deux systèmes EDI ensemble sur la base d'Edifact, etc., qui sont assez lourds. Ceci ça rend beaucoup plus facile l'interfaçage entre les systèmes en temps réel, ce qui veut dire que de mettre en place un espèce de dashboard pour avoir la visibilité du cash en temps réel est devenu possible. Et donc, comme a dit Domingos, je pense que le premier souci des entreprises, c'était d'avoir la visibilité sur leur cash interne. Et grâce à API, cela est devenu possible. Dans une période de 3-4 semaines, l'année dernière, entre mars et avril, nous avons eu des demandes d'une vingtaine de grandes sociétés européennes pour mettre en place en parallèle de MT940 un reporting API en temps réel, leur position, pour qu'ensuite, comme m'a dit Domingos, de les inclure soit dans un cash pool, soit faire de one-off, des transferts de fonds si c'était possible, si c'est pas attrapé. Et sur la même base, c'est ça que Open Banking permet aussi, c'est que Open Banking en Europe, tel que c'est prévu par PSD2, c'est justement mettre en place un réseau en temps réel entre les banques, soit pour avoir l'information comme des MT940 faisaient dans le temps par des banques tierces, mais en temps réel, soit pour accélérer les encaissements quand on est en relation avec des consommateurs. Au lieu de payer par carte, on peut en quelque sorte débiter leur compte avec leur accord en utilisant les API et Open Banking. Donc, tout ça accélère le cash, accélère la visibilité, accélère la liquidité du groupe. Donc, c'est là où la technologie et la réglementation ont permis quelque chose cette fois-ci qui finalement améliore, si on veut, la situation du cash interne du groupe par rapport à ce que c'était avant. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été accéléré par Covid et qui va rester avec nous, heureusement, à l'avenir. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que pour ceux qui ont entendu parler d'open banking, c'est souvent un sujet qui est associé au retail, c'est-à-dire retail customer par retailer, retail customer qui va bénéficier de l'open banking. Mais c'est vrai qu'on en parle très peu encore au niveau des bénéfices de l'open banking pour les trésoriers, pour les entreprises. Et très clairement, ce que tu dis là, pour moi, est plein de potentiel, parce que c'est vrai que mettre en place une stratégie ou une organisation autour de SwiftNet reste pleinement relevant, mais le problème, c'est qu'il y a un coût d'implémentation qui est assez lourd et qui peut être rédhibitoire pour de plus petites sociétés, ou même pour de grandes sociétés, mais avec parfois des filiales qui sont plus petites et pour lesquelles l'intérêt n'est pas forcément toujours là, le business case n'est pas toujours là. Donc c'est vrai que Open Banking, dans cette optique d'améliorer la visibilité pour les trésoriers, était véritablement un bond en avant. Mais c'est vrai aussi, et ça c'est à mon avis à voir comment les choses vont évoluer, mais PSD2 Reverse SCT, donc le reverse payment auquel tu faisais allusion, Sharok, est honnêtement une nouvelle opportunité, je pense, pour les trésoriers, pour les entreprises, parce que ça veut dire en soi recevoir de l'argent sans coût d'acquisition carte et de façon totalement sécurisée aussi. Et tout en améliorant, on va dire, la customer journey, parce que c'est l'idée de l'API, c'est de rendre la chose facile. Et ça, finalement, c'est un grand changement sur un marketplace. Et c'est également possible de transformer ça en paiement instantané à l'envers. Donc, reverse SEPA instantané, en fait, si tu veux. Donc, non, ça permet beaucoup de choses, effectivement, pour accélérer les encaissements également. Donc, ça a beaucoup de potentiel. Et Domingos, j'imagine que aussi de ton côté, parce que je crois le savoir, ça c'est bien, c'est que vous tentez pas mal de choses dans cet espace, en fonction des pays aussi, non? On tente pas mal de choses. Je pense que Sharok a touché un point important, c'est que l'instantanéité est venue avec le Covid. C'est-à-dire que même dans nos organes de décision,
Là où on avait plutôt des reportings mensuels avec des positions fin de mois, on est une entreprise qui vit bien, on va pas dire qu'on est sous tension sur la liquidité, on se développe bien, on fait du résultat. On avait plutôt un reporting qui était mensuel, on savait que la position était contrôlée. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on a eu une vision qui était d'instantanéité. On voulait savoir combien on avait, comprendre où était le cash, combien on recevait, où était-il, comment on était capable de le remonter. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est venu changer notre journée de trésorier. Là où on gérait une position plutôt, on va dire, régulière, récurrente, mais sur les présentations, on faisait plutôt des présentations mensuelles. On arrivait avec des présentations quotidiennes. Et pour rien cacher, ce qui est sûr, c'est que dans la journée du trésorier, on doit se staffer. Je n'ai pas les équipes pour le faire quotidiennement. L'instantanéité de l'information, je ne l'avais pas. En général, j'avais 1 ou 2 jours de décalage. Donc, c'est toujours compliqué d'expliquer qu'il y a 2 jours, on avait ça et qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de vous dire à combien on était, mais on ne devait pas être très loin. Et je pense que ce qu'a apporté le Covid, c'est ce côté, en effet, disruptif. C'est de se dire, on a fonctionné d'une façon parce qu'on est habitué. Aujourd'hui, on a des outils. Je pense que l'API est un bon exemple. Des outils qui peuvent venir m'aider à avoir ce côté instantané, ce côté disruptif du schéma, puisqu'en général, les crises apportent souvent des innovations et des changements d'habitude. Et je pense que ça, c'est une vraie chose. Et pour un trésorier, et moi je l'ai vécu, c'est de me dire, finalement, j'étais pas assez orienté outils. J'étais très orienté technique, gestion régulière, gestion routinière de mon process. Et quand on veut bouger vers de l'instantanéité, en tant que trésorier, on est un peu court si on n'a pas les bons outils pour pouvoir faire ça. Et je pense que Sharrock a touché la chose, c'est aujourd'hui, on doit être orienté outils et on doit être orienté instantanéité. Quand je parlais avec mon comité financier, au départ, quand je leur parlais 2 jours en arrière, ils étaient un peu frustrés en me disant « Ok, il y a 2 jours, mais aujourd'hui, si on est bloqué, on fait comment ?» Donc, on a travaillé sur des forecasts, on a travaillé sur des choses qu'on a fait sous Excel. Mais encore une fois, je pense qu'il faut énormément d'outils. Et l'API, et selon l'open banking et tous ces développements, on doit y arriver. Par contre, il ne faut pas oublier les bases, ce que nous, on a commencé à faire sur le cash pooling. Déjà, il faut réussir à avoir les tuyaux aux bons endroits pour pouvoir remonter tout ça. Mais la step d'après, et ce sur quoi on va travailler, c'est vraiment cette instantanéité et réussir à avoir une visibilité quasiment à l'heure. Et ce que tu dis est très important, Domingos, parce que c'est vrai que tu as toute cette, on va dire, cette dichotomie entre digitalization and digitization. L'un consiste à simplement transférer en ligne des procédures existantes, papier et finalement celles du passé, en grande partie, et l'autre qui consiste à dire à leverager le potentiel du digital pour changer radicalement la façon de procéder. Et c'est vrai que avec le Covid, on a vu ce changement s'opérer très très rapidement. La première était orientée très cost-cutting et finalement maintenant, c'est dire non, on rabat les cartes et finalement on passe directement à l'instantanéité. Mais est-ce que c'est pas difficile finalement d'opérer ce changement dans un environnement qui malgré tout reste cost-cutting? Comment réussir? Quelle était ta potion secrète, on va dire ta potion magique, pour pouvoir valider finalement ces investissements dans cet environnement? C'est assez simple en fait. Je t'avouerai qu'on a un comité financier qui est orienté et on a une structure d'actionnariat qui est familiale, donc qui est orientée long terme. Et c'est assez simple en fait de leur expliquer que globalement sur le cost cutting, c'est assez court-termiste. Ne pas investir aujourd'hui, c'est entamer la progression du futur. Et donc ça a été assez simple pour nous. Dans ce qu'on a fait, on s'est centré vraiment sur les choses essentielles, en tout cas pour nous. Donc la position de cash, être capable de pouler un USD de Chine ou un USD de la zone d'impact jusqu'à notre zone Amérique dans la même journée, dans le même jour de valeur, en se disant, déjà, si on fait ça, on a déjà gagné. Donc, on est en train d'investir là-dessus et là, on a décidé de ne pas cutter le projet. La seconde chose sur laquelle on est en train de travailler, et tu le disais, c'est cette transformation de la digitalisation de notre trésorerie. On était très orienté technique, ce qui est bien, hein, on a de grands experts dans l'équipe, peu orienté data, peu orienté digitalisation. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer 2 nouveaux profils dans mon équipe qui sont des profils gestion de projet IT et profil data, donc IT data. Et là-dessus, la potion magique, je pense, c'est bien d'expliquer que la situation aujourd'hui qu'on avait sur la trésorerie je vous présente des jours, il y a une position d'il y a 2 jours, d'une journée, elle est simple, c'est que techniquement, on n'est pas capable de le faire. Moi, je leur ai dit, je vais vous le faire, mais c'est un Excel. Un Excel que j'ai fait avec ma façon d'anticiper les choses, avec mon intégration des informations que j'ai pu recevoir,
mais quand je vais recevoir l'info dans 2 jours, il y aura sûrement une différence. Et c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que techniquement, je suis pas capable de le faire. Et ça, c'était un vrai sujet, c'est de dire techniquement, si je veux le faire, je suis incapable. Donc voilà, clairement de dire, on est dans un contexte perturbé, même si aujourd'hui ça va un peu mieux sur le contexte sanitaire. On peut retomber dans un confinement, on peut retomber dans une nouvelle variante, et on ne doit pas retomber dans la même situation. Il faut apprendre. Et donc, le fait de présenter ça à mon CFO ou même à mon comité financier, clairement, bien sûr, j'ai pas un chèque en blanc, j'ai bien un chèque qui est mesurable et qui est quantifiable. Et il faut aussi, et ce sur quoi je me suis engagé, c'est d'avoir des résultats concrets assez rapidement. Pas partir dans des projets qui prennent 3 ans, c'est aller chercher des petits API qui coûtent pas très cher, mais qui permettent d'avoir un résultat concret assez rapidement et de pouvoir le montrer et de montrer qu'on avance. La clé, c'est ça, il faut du concret assez rapidement et il faut des petites victoires assez rapidement. Donc voilà comment nous, on a structuré. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir une structure qui est plutôt sur une visibilité long terme que sur une visibilité court terme. Super intéressant. Et aussi intéressant de voir que vous êtes encore payé par chèque, du coup. Un chèque, on est français, il ne faut pas l'oublier. même s'il n'est pas en blanc. Et du coup, Sharok, une question. Juste, Alex, j'en prie, vas-y. Vas-y. Sur ce que Domingos a dit, je pense que les sociétés qui ont adopté une vision stratégique pendant la crise, un peu comme Decathlon, qui ont dit, bon, finalement, ça coûte moins cher d'utiliser la liquidité interne que d'aller vers le marché et emprunter de l'argent. En contrepartie, on accepte le coût technologique. Je pense que ça, finalement, ça fait la différence dans les groupes comme Decathlon, etc. Et deuxième point, c'est que, bien entendu, oui, la liquidité interne coûte moins cher, mais aussi la technologie aujourd'hui coûte beaucoup moins cher, comme des API, parce que, bon, on n'est pas autour de cette table, je pense, technologiste, mais c'est une technologie, un moyen d'interfaçage qui est beaucoup moins compliqué que ce qu'on avait dans le passé en termes de temps, de codage, etc. Donc, je pense que les deux mariés ensemble ont fait que la trésorerie des entreprises qui a fait ce choix sort de la crise beaucoup plus fort et beaucoup plus instantané, beaucoup plus temps réel qu'auparavant. Donc, je pense que d'accepter la technologie et d'investir là-dedans à court terme va payer à long terme. Entièrement d'accord. C'est stratégie long terme versus contrainte court terme. Ça a toujours pleinement son sens. Et du coup, la question que j'avais pour toi, Sharok, c'est que quand on y réfléchit, là on voit il y a eu une vraie accélération côté Decathlon et même au-delà de Decathlon. Mais clairement, Decathlon est un très bon exemple de cela. Et c'est vrai que c'est pas facile de courir après une équipe de sportifs aussi bien entraînés que Decathlon. Ils ont l'équipement, ils ont l'entraînement. Donc du coup, côté banque, comment fait-on pour finalement rester au niveau et même anticiper finalement la demande de ses clients en matière de digital? En fait, ce sont des investissements en technologie. Je pense qu'aujourd'hui, les barrières d'entrée dans le domaine de la banque et l'industrie bancaire sont beaucoup plus élevées parce que l'échelle devient beaucoup plus importante, parce que les investissements sont plus importants. Donc, continuer à investir et en fait de transformer la banque plutôt vers moins une banque, plus une société de technologie avec une licence bancaire. C'est comme ça qu'on aime bien se définir à l'avenir. Je pense que c'est ça qu'il faut faire parce qu'en fait, le juste milieu, c'est pas la banque traditionnelle et c'est encore pas la fintech traditionnelle. C'est un petit peu entre les deux. Et je pense que c'est la façon dans laquelle il faut agir à l'avenir. C'est pour ça que nous, on investit. L'année dernière, en tant que banque, on a investi à peu près 12 milliards de dollars dans la technologie. Une grande partie vers les solutions plus innovantes comme les API, y compris le blockchain aussi qui devient une réalité maintenant dans les paiements. Donc, continuer à investir, comprendre en fait chaque industrie, parce que ça aussi c'est important. Chaque industrie a son écosystème et ses contraintes et ses besoins.
Je pense que l'industrie de Domingos a été beaucoup plus touchée que d'autres types d'industries, mais en même temps, vous êtes sorti beaucoup plus fort parce que vous avez pu prendre des positions stratégiques pour sortir de là, alors que d'autres n'ont pas eu cette position forte. Donc, je pense que c'est ça, c'est investir et rester très proche des besoins des entreprises et comprendre ces besoins en ayant des dialogues en même temps et en temps continu. Non, je te remercie. Donc, du coup, la banque investit, JPM en tout cas, investit lourdement dans la tech. Domingos, tes recrutements, tu en parlais, très, très IT-focused. Donc, du coup, est-ce que le trésorier n'est pas en train de devenir un IT geek? Clairement, je pense que oui. Et tu parlais de notre course vers l'avant sur la tech. Elle est aussi amenée par nos partenaires bancaires qui nous drive un peu. Hein, on ne va pas le cacher. Hein, ils ont un pas d'avance par rapport à nous sur les solutions. Et c'est en nous les présentant que nous, on essaye de faire des solutions pour Decathlon. Donc là-dessus, les banques sont bien en avance par rapport à nous et on est plutôt derrière en train d'essayer de les rattraper ou en tout cas d'essayer de se nourrir de ce qu'ils nous donnent. Sur le métier de trésorier, je pense que clairement, on est en train de se transformer. Quand tu regardes aujourd'hui les cash flows, quand tu regardes les prévisions sur du hedging, sur l'instant payment, un profil dur de trésorier, on va dire old school, très technique dans l'approche financière, c'est très bien parce que c'est là aussi où on attend quelqu'un. Par contre, de moins en moins Excel, c'est ce que je disais à l'équipe, quand tu passes 80% de ton temps sur un reporting et que tu n'as plus de recul dessus, c'est un peu difficile de faire ton métier. Et pour ça, il faut savoir exploiter la data. La data est clé. Par contre, en tant que trésorier, je suis le premier exemple, hein, la première fois on m'a parlé de data lake, l'intégrité de la data, j'étais un peu perdu. Donc voilà, il faut du temps. Je pense que le profil du trésorier va être de plus en plus data puisque c'est la data qui va permettre de prendre la décision. Et également dans les équipes, je pense qu'il y a une transformation à faire qui est claire. C'est aujourd'hui, mon équipe était structurée avec plutôt des personnes qui géraient des logiciels, on va dire 5-10% de mon équipe. On a fait un gros changement, c'est qu'on a fait un pôle IT en disant globalement, l'instantanéité, lorsqu'on parle API, lorsqu'on parle IA, on parle souvent de l'IT. Nous, trésoriers, on n'a pas la compétence aujourd'hui. On doit la développer. Et parfois, on a l'appétence, mais pas la compétence, c'est un peu triste. Et on doit la développer. Donc, on doit avoir un mix entre on va dire, IT guys et des spécialistes trésorerie de façon à avoir l'alignement des planètes parfait. Puisque dans ce que donne Sharrock, moi, j'ai été confronté la première fois où j'ai parlé à quelqu'un qui faisait de l'IA à un gros blanc. Il m'a expliqué comment il faisait l'IA. Je lui ai dit, vas-y. Il m'a demandé où était la data, je n'ai pas su répondre. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a vraiment un alignement des planètes à faire et au niveau des trésoriers, une transformation un peu des profils qui sera un peu plus marquée IA, IT, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'instantanéité, lorsqu'on parle d'IA, lorsqu'on parle de prévision, c'est beaucoup focusé sur une technique IT plus que sur une technique trésor. Tout à fait. C'est vrai que c'est peut-être le thème pour la prochaine fois tous ensemble, c'est l'intelligence artificielle et le cash flow forecasting. Parce qu'en effet, ça amène naturellement, on a parlé visibilité de liquidité, concentration, amélioration de la gestion de la liquidité, mais au final, la question c'est une fois qu'on a tout ça, qu'on a la data, qu'on l'a cleanée, qu'on sait où elle est, qu'on est aussi, on va dire, regulatory compliant. Après, comment forecastons et que fait-on avec cela? Un grand sujet. On touche à la fin de notre session. Si vous aviez, on va dire, pour le mot de la fin, chacun d'entre vous, on va dire une phrase pour résumer votre challenge de demain. Quelle serait-elle? Peut-être Sharrock? Le challenge de demain, je pense que c'est de rester devant les changements et pas derrière, pas courir derrière les changements. Et ça, c'est toujours par l'investissement et de compréhension de la réglementation, de la technologie, des possibilités, de ce qu'on peut faire, par exemple, avec un compte virtuel. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec ça, allant jusqu'à un pooling virtuel en utilisant les comptes. Donc, c'est un peu l'imagination, un peu de technologie, un peu de réglementation, tout ça pour rester devant le changement et autant que possible prévoir le changement. Merci beaucoup, Sharrock. Et toi, Domingos?
Moi, si je pourrais même te parler d'un rêve que j'ai écrit il n'y a pas longtemps sur un papier dans une présentation que j'ai fait à l'équipe. Je disais globalement, j'aimerais avoir une position instantanée que je suis capable de pouler de la Chine en passant par l'Europe ou les États-Unis quasiment dans la minute. Hélas pour mes partenaires bancaires, en disant sans passer par des banques, en passant par le moins de banques possible de façon instantanée. Et ça, c'est le rêve. Et pour ça, il me faut encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, ça serait le rêve. Et je pense qu'en effet, dans ce que dit Sharok, il y a énormément de tech à suivre. Et il y a surtout une visibilité et une structure saine à avoir au sein de la structure de liquidité dans le groupe. Je pense que ça amène aussi à parler de Central Bank Digital Currency. Mais en tout Exactement. cas, merci à vous deux. C'était une session super intéressante. Je vous remercie véritablement pour votre temps. Et j'espère que ce fut utile aussi intéressant pour toutes les personnes qui étaient présentes sur ce call. Et ben, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et merci encore pour votre temps. Merci à toi et bonne journée. Merci à toi. Merci Ciao. beaucoup. Au revoir.